Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Oui, on a passé une semaine en rouge, oui, ça a été compliqué, est-ce que ça va continuer comme ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la macroéconomie? Pourquoi le chiffre des emplois ont entraîné une chute? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Est-ce que oui ou non, la politique américaine et surtout de Donald Trump à l'international va impacter les crypto-monnaies? Et jusqu'à quand et comment? Je vais essayer de vous donner toutes les informations les plus simples possibles pour vous expliquer les interconnexions qui sont en train d'avoir lieu, parce que oui, il y a pas mal de choses qui se passent, et il faut comprendre l'impact que ça va avoir, un, sur les cryptos, oui, mais deux, surtout, l'impact sur la macroéconomie générale, parce qu'on est quand même très lié aux USA, parce qu'on est quand même très lié à l'économie américaine, S&P 500, Nasdaq, et justement on va parler de la corrélation entre BTC et Nasdaq, et où on se situe au niveau des altcoins, et pourquoi c'est si compliqué. Voilà, je vais essayer de vous donner tout, simplement, pour pouvoir avancer réellement dans ce labyrinthe économique. Vous allez voir, c'est somme toute relativement simple à partir du moment où on comprend quelles sont les règles. Première chose à prendre en considération, c'est que oui, le S&P 500 a retracé. Techniquement, c'était quelque chose qui était plutôt logique, hein. On arrivait dans une zone de résistance, réaction baissière. Ça, on en avait parlé dans la quotidienne de vendredi. On savait déjà que certainement on allait avoir une impulsion baissière, et surtout qu'on avait un chiffre qui était important, le chômage. Alors pourquoi la baisse du chômage a entraîné une chute, enfin une accélération haussière positive, puis ensuite une chute derrière? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, et pourquoi on a cette corrélation, et qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien donc le support qui était présent, S&P 500, et on commence par le S&P parce qu'on est corrélé plus au Nasdaq, mais le S&P c'est une vision beaucoup plus macro de base des USA, mais on voit qu'on a eu une réaction qui était plutôt positive, ici, puis après le marché qui a dumpé vraiment fortement. Et il faut comprendre la corrélation entre les deux, c'est-à-dire que le fait que le chômage chute, ça veut dire principalement qu'on a ici une économie américaine qui est plutôt bénéfique, qui arrive à recruter, mais ça veut dire aussi qu'on va peut-être arriver dans une zone de tension d'emploi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'arrivera pas à trouver suffisamment de personnes qualifiées pour pouvoir subvenir à une économie américaine qui peut grandir. Et c'est là où aussi on peut avoir une réaction qui est négative. Là, il y a une double corrélation, et c'est là où c'est le plus compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où des bonnes nouvelles ont des impacts négatifs sur le marché, il y a des moments où des bonnes nouvelles ont des impacts positifs sur le marché. Et là, il faut comprendre qu'on a quand même, quand on regarde le Nasdaq, on arrivait dans une zone de résistance aussi pareil, réaction baissière plutôt classique là-dessus. Est-ce que ça veut dire que la nouvelle était négative? Non, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a une économie américaine qui est plutôt saine, mais quand on doit creuser, c'est là où on va se poser des questions, c'est là où on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut savoir qu'on est en lutte constante entre trois métriques. 1. L'inflation. 2. Le taux d'emploi, ce qu'on a vu, le chômage. Et 3, justement, l'économie américaine dans sa globalité, avec l'économie via Trump, que ce soit sa politique d'immigration, que ce soit sa politique de taxes douanières, et les impacts que ça peut avoir. C'est-à-dire que sa politique d'immigration fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont justement sorties du territoire, donc ça veut dire aussi de la main-d'œuvre qui sort du territoire. On a une politique de réduction aussi du nombre de personnes qui sont employées au niveau des États fédéraux, donc ça, on a une réduction aussi, donc une augmentation du chômage, mais à côté, on retire des personnes du pays qui occupaient eux-mêmes des emplois, mais pas forcément les mêmes. Et à côté, sur ça, on a les taxes douanières. Les taxes douanières qui sont clairement une guerre ouverte par rapport au reste du monde, et ces taxes douanières, elles ont un impact. Elles ont un impact économique, plutôt inflationniste, de ce côté-là. Ça veut dire principalement que les produits qui sont importés aux USA vont être plus chers pour le consommateur américain. Alors là-dessus, il y a deux possibilités. Soit le consommateur américain se retourne vers l'économie américaine pour consommer, donc c'est-à-dire des produits américains qui sont moins chers que le reste du monde, parce que le reste du monde a peut-être une taxe américaine. Et 2, ça va être ici un levier de négociation très fort. On a déjà bien vu là, ici, l'Europe qui a commencé à faire marche arrière, hein. Il y a une semaine qui disait que jamais ils lâcheraient et que eux aussi ils allaient rentrer dans une politique de taxes douanières sur des produits américains, et là on commence à voir un mea culpa qui est en train de se faire sur notamment les voitures américaines. Bref, c'est un levier vraiment violent mais très fort de négociation, c'est très musclé, et c'est quelque chose qui est très Trump, entre guillemets. Et justement, on oscille entre tout ça. Pourquoi ?
Et c'est là où c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que tout le monde se tourne vers, ici, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont à 4,5%, qui sont déjà très élevés. Quand on dézoome, on voit que ça fait longtemps qu'on les a pas eu. On est un petit peu en dessous du niveau des taux à partir du moment où on a eu la crise des subprimes. D'accord? Donc on est toujours sur des taux qui sont très élevés, et pourtant on a une économie américaine qui se porte bien. Et c'est là où on a une complexité de compréhension générale. Là, le monde ne cherche pas à avoir une baisse des taux d'intérêt parce qu'il y a un risque. Si on a une augmentation du taux de chômage, ça veut dire que les personnes n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Ça veut dire à côté que peut-être l'économie est en train de ralentir. Ça veut dire peut-être que l'économie est surpricée par rapport à l'économie réelle. Alors je ne dis pas que c'est pas le cas, mais c'est la représentation qu'on a. Et attendre qu'on ait les chiffres du chômage qui montent pour faire en sorte que la Fed baisse ses taux et que le marché réagisse positivement, c'est ne pas comprendre l'impact que ça aurait. Non, on ne veut pas qu'on ait un chômage fort, parce que ça veut dire qu'on a une problématique économique US, et que si jamais on a la Fed qui baisse les taux suite à ça, ça ne va pas être positif, parce que ça sous-entend à terme que si jamais on a une augmentation de l'inflation, comme beaucoup l'attendent avec la politique de Trump, à ce moment-là, on aura certainement une impossibilité de pouvoir remonter les taux facilement, et donc on aura une tension très forte au niveau de l'économie américaine, et on aura une rupture. C'est quelque chose que l'on ne veut pas, et c'est pour ça que le marché a réagi positivement dans un premier sens. Et c'est ce que l'on avait ici, accélération haussière début de journée, et ensuite, on dump, d'accord? C'est la mèche qui se trouve là, parce que là, je suis en daily. Si on regarde le S&P 500, par exemple, en 4 heures, on voit très bien ici la nouvelle, et ensuite, on a la chute sur la fin de marché, plutôt classique, dessus. Donc là, on a bien une mise en place d'une résistance forte, on a une économie américaine, du coup, qui est plutôt positive, et là, on va le confirmer tout simplement ici, avec l'inflation, inflation qui est en train de monter quand même, c'est-à-dire qu'on avait fait un plus bas qui était dans les alentours de 2,5, on est en train de remonter à 2,9, c'est quelque chose qui est vraiment scruté. Clairement, je pense que l'inflation va monter légèrement, beaucoup de personnes vont dire que ça y est, on repart sur la crise inflationniste, blablabla, mais ça empêche qu'on va avoir une augmentation de l'inflation, d'où l'intérêt d'avoir ici un chômage qui baisse. Parce que si on a une augmentation de l'inflation, et on a un chômage qui baisse, ça veut dire principalement que la Fed aura les coudées libres pour pouvoir agir, que ce soit sur une augmentation des taux, alors là, forcément, on aura un dump qui sera très fort, ou potentiellement un maintien des taux un peu plus longtemps que prévu. Là, le marché est préparé à ça, il n'y aura pas de problématique. Et donc, là, on est en train, tout simplement, de pricer l'arrivée de Trump au pouvoir par rapport à l'économie générale. On sait qu'il y a des tensions pour rétablir l'Amérique au centre du monde, et c'est clairement ce qu'ils sont en train de faire au niveau de taxes douanières. Bon, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui rentrent en tension et qui vont jouer sur l'inflation, mais l'un dans l'autre, on risque d'avoir un chômage qui va stagner, voire peut-être augmenter un petit peu, une inflation qui va monter, mais je pense qu'une fois que ce sera réglé, on aura une baisse, parce que ça se règle, c'est du politique. On voit bien ce qui s'est passé avec le Canada et le Mexique, on rentre dans une phase de négociation, pareil avec l'Europe. Est-ce qu'avec la Chine ça va se passer de la même façon? Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, mais le fond de l'histoire, c'est pas forcément la balance commerciale entre les deux. Bien que la balance commerciale va jouer grandement sur les USA, et si on a un rééquilibrement de la balance commerciale américaine, à savoir qu'elle est en négatif, c'est-à-dire qu'elle importe plus qu'elle n'exporte, ce qui est normal, hein, je veux dire, les USA exportent beaucoup de choses, c'est surtout le dollar, voilà, et importent beaucoup plus. Donc, le but étant de rétablir un petit peu ça, mais si vous avez bien compris, ce qu'ils exportent, c'est le dollar. Bah là, c'est une discussion autour du dollar, c'est-à-dire que c'est une discussion sur remettre le dollar sur le devant de la scène, remettre le dollar dans une forme d'hégémonie, pousser le dollar à la hausse, pour pouvoir s'assurer que dans un premier temps, on ait toujours une attractivité sur la dette américaine, le temps qu'on change de directive avec un rééquilibrage de l'économie américaine. Et là, on voit vraiment un shift très fort qui est en train de se faire. Et c'est un petit peu dans ce shift-là où on a une incertitude générale du marché, où on ne sait pas l'impact concrètement que l'on va avoir. C'est un pari qui est de Make America Great Again, qui a été la propagande
de Trump, et là on voit qu'il est vraiment dans cette démarche-là, donc il va avoir des tensions sur l'économie classique, et c'est ce que l'on voit là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas surréagir ou sous-réagir par rapport à ces chiffres-là, et c'est pour ça que je vous expliquais que si jamais on avait le chômage qui montait, ça voulait dire que la Fed allait peut-être devoir réagir, donc c'est-à-dire en baissant ses taux pour protéger l'économie américaine. La problématique que l'on aurait eue, c'est que certainement le marché aurait réagi très très mal, parce que ça n'était pas pour les bonnes raisons que les taux descendaient. Et on n'a pas besoin d'une baisse des taux actuellement. On voit bien le Nasdaq, on va dézoomer, hein, on voit bien le Nasdaq qui n'a pas de problème à pousser à la hausse, malgré justement des taux qui sont plutôt compliqués. Alors oui, on est dans une phase de stagnation depuis décembre 2024, mais ça n'empêche qu'on a fait une hyper progression depuis août 2024, et si on dézoome encore, avec cette crise inflationniste, on voit bien que depuis décembre, novembre 2022, globalement, ChatGPT, si on doit vraiment avoir le bottom, ça a été posé en cet endroit-là, on est dans une phase d'hyper-accélération, on est très loin d'être dans une bulle, mais donc on a un marché américain qui est plutôt structuré, fort, et là on a besoin d'avoir le taux de chômage qui reste flat, pas forcément descendre, parce que si on descend trop à ce moment-là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on sera en tension, le but c'est de ne pas être en tension, et ici de pouvoir avoir une stabilité, une inflation qui se stabilise aussi dans les alentours 2,5, 3,5, à peu près, qui ne monte pas au-dessus de ces chiffres-là, et on aura certainement la Fed qui baissera petit à petit ses taux en regardant ces métriques-là. Et on va avoir une période d'instabilité dans la mise en place, ici, et la réaffirmation des USA dans le monde entier et du dollar dans le monde entier. Clairement, c'est un bras de fer qui est en train d'être fait, et ce bras de fer-là entraîne des secousses, et c'est ce que l'on est en train de voir ici au niveau de la macroéconomie. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau de BTC et pourquoi ça peut impacter? Là, je vous présente assez régulièrement ce graphique-là, qui est BTC sur Nasdaq, qui donne en fait le ratio de Bitcoin par rapport au Nasdaq. Est-ce que Bitcoin surperforme la tech US? On sait qu'on est très souvent corrélé à la baisse, en tout cas, dans les deux, et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de Bitcoin par rapport aux différentes nouvelles. Là, on est dans une zone ici de résistance, on voit très bien de support, qui est une zone de friction de base, et on voit qu'on commence à avoir une réaction haussière. Je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas et continuer à pousser, et on va avoir une surperformance de Bitcoin par rapport à ça. Là, la surperformance veut dire deux choses. Soit on a un Bitcoin qui est beaucoup plus résilient à une chute du Nasdaq court terme, soit on va se retrouver dans, ici, hop, tac, une explosion à la hausse, d'accord? Là, pour moi, je pense qu'on peut descendre encore un petit peu, mais on est vraiment dans une phase de compression qui se trouve là, donc on a le temps de pouvoir rester dans cette zone-là avant de pouvoir éclater à la hausse, et si on éclate à la hausse, très certainement BTC surperformera le Nasdaq. Pareil, si on chute, il est probable que BTC surperforme, parce qu'on a eu toute une période de sous-performance qui est en train de se terminer, et c'est cette zone-là, moi, qui m'intéresse. Ça va être de valider ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, si on veut aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, c'est de rajouter ici, vous allez rajouter BTC USDT, tout simplement, sur une nouvelle échelle, et vous allez pouvoir comparer justement ces phases d'accélération. Quand on pose la partie basse, c'est là où on se trouve sur cette zone de résistance. Et là, on voit bien l'écart, la rupture haussière que l'on a quand on rentre dans une surperformance, et c'est ce que l'on veut. Là, on est dans cette zone, ici. Est-ce qu'on peut pas aller un petit peu plus bas? Là, on voit qu'on est allé un petit peu plus bas. Pourquoi pas? Est-ce qu'on n'est pas dans cette période ici, donc dans cette zone de réaction, et aller rechercher? Peut-être, mais in fine, on est vraiment dans une période vraiment de rebond ici. Alors, est-ce que ça va prendre du temps? Oui. Est-ce que ça va être instantané? Non. Encore une fois, il va falloir être patient. Et il faut comprendre dans quel monde on évolue. Et c'est là où, justement, on a toujours tendance à penser qu'investir en crypto-monnaie, c'est simple, sauf qu'il faut avoir une vision un peu plus globale, savoir lire et comprendre les graphiques, comprendre aussi l'interaction entre les différents assets, les différents indices, et l'enjeu de la macroéconomie. Il y a deux visions. Il y a la vision de se dire que tout est pricé dans les graphiques, ce qui est une réalité, parce qu'on a eu ici une réaction pure au niveau d'une trendline, mais ça ne veut pas dire que, justement, tout est directement dans le graphique. Il faut comprendre que c'est logique à partir du moment où on a compris l'impact de certains chiffres dans la macroéconomie. Et si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion, plus loin dans votre investissement, je vous rappelle que vous avez la communauté privée gratuite dans laquelle vous allez avoir de la formation, vous allez avoir de l'information, vous allez avoir des analyses gratuites qui sont mises à disposition, et la possibilité d'échanger avec d'autres investisseurs comme vous. C'est en commentaire, en description. Et au niveau du BTC, concrètement, qu'est-ce qui va se passer court terme, moyen terme? Alors, je reste toujours dans le même pattern, hein, j'ai toujours une zone
pour moi d'intervention dans les 103 000, et il va falloir voir la réaction qu'il y aura dessus, et les zones basses à surveiller, ce sera toujours le bas de range, 91, et j'ai une petite zone entre 95 et une autre qui est dans les 93, ici, à surveiller. Pour moi, ce sont les zones de polarité très fortes. Si on retourne ici trop vite dans les 103 000, et qu'on a une distribution, il y a de grandes chances qu'on aille chercher le bas de range, voire même peut-être un petit peu plus bas. Par contre, si on travaille bien ces zones-là, on a une très belle réaction dessus, et qu'on arrive à break très fort avec une bougie vraiment puissante dessus, et qu'on n'ait pas de distribution, là ce sera le signe justement du grand départ. Malheureusement, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors quand je dis beaucoup de temps, c'est très court, hein, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais quand on est en souffrance, comme c'est le cas au niveau des alts, bah, ça peut paraître très très long. Parce que oui, c'est pas du tout la même chose quand on regarde les alts. Oui, on est en train d'avoir une stabilisation ici au niveau du cours, oui, on a une très belle réaction, et là on est dans une phase de compression, mais quand on regarde les alts, encore une fois sur la semaine, bon bah on est sur du moins 30%. Quand on regarde justement BTC, ici, on n'est pas du tout sur du moins 30%. Là, on est justement dans quelque chose qui est plutôt structuré, structurant. Donc, l'un dans l'autre, on souffre beaucoup sur les altcoins, très peu sur BTC, et ce qui nous montre qu'on est encore dans cette phase de dominance de Bitcoin qui peut durer encore un certain temps. Il faut être patient. Et là, je pense que je vais vous faire une vidéo sur ça tout à l'heure, donc qui va sortir certainement dans les autres 18 heures, pour vous expliquer pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est si dur, qu'est-ce qui se passe concrètement, est-ce qu'on l'a déjà vécu, pourquoi les altcoins sont en train de morfler autant, et est-ce que oui ou non on va avoir une altcoin season, ça c'est dans la vidéo de tout à l'heure. En tout cas, j'espère que cette vision macroéconomique vous a aidé à comprendre l'impact que ça peut avoir sur la crypto-monnaie, pourquoi il faut avoir une vision qui est beaucoup plus globale, et quelle était ma vision générale dans ma quotidienne. Je sais que vous avez été nombreux à me poser ces questions-là, je voulais prendre du temps pour vous expliquer l'impact de tout ça, j'espère avoir été suffisamment simple, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et à me faire un retour, est-ce que c'était trop compliqué, pas assez, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et nous on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.